Bonjour à tous. L'invité du jour, c'est le député de la 5e circonscription de la Moselle, Pascal Gent. Bonjour. Bonjour Madame Bitran. Alors ça fait un peu plus d'un an que vous avez été élu, ça fera 14 mois dimanche. On va parler évidemment de cette année intense, essayer de dresser un petit peu le bilan, mais on va aussi parler de la rentrée politique encore plus intense. Votre parti, le Rassemblement national, appelle ses députés à ne pas accorder leur confiance au gouvernement le 8 septembre prochain, lors du vote de confiance qui est déclenché par l'article 49.1 auquel va recourir le Premier ministre François Bayrou. Vous ne serez pas dissident, vous allez suivre les consignes de votre parti? Oui, absolument. D'ailleurs, a priori, je n'aurais pas eu besoin d'avoir des consignes puisque je pense que ce choix me semble évident pour moi comme pour l'ensemble ou la grande majorité des concitoyens, notamment dans la circonscription, mais partout ailleurs en France. Je pense qu'il est temps, il est grand temps que M. Bayrou retourne à d'autres affaires. Et pour vous, quelles sont les solutions pour diminuer la dette? Les solutions, il y en a plein, puisque je pense que les Français l'ont entendu. Marine Le Pen a notamment, fin juillet, envoyé un courrier avec un grand nombre de propositions ou de contre-propositions au Premier ministre pour réduire l'endettement du pays. Mais on sait que aujourd'hui, le plus gros de la dette, c'est les frais de fonctionnement. Donc il faut réduire les coûts de notre État. Et en fait, bien sûr qu'il y a l'immigration, bien sûr qu'il y a les fraudes sociales, il y a beaucoup de pistes pour diminuer notre dette, mais le mastodonte qu'est devenu l'État est la première charge aujourd'hui qui fait évoluer cette dette. Comment est-ce que vous interprétez le choix de François Bayrou de recourir au 49.1? Alors là, je vous avoue que je ne sais pas si on peut se mettre à sa place. Moi personnellement, je n'arrive pas à comprendre. C'est une surprise absolue. Il savait que pour le 22-23 septembre, il y aurait une motion de censure. Quand on connaît la Constitution, on sait qu'il faut une majorité absolue pour voter une motion de censure. Il y en a déjà eu plusieurs qui ne sont pas passées. On sait que c'est difficile, alors que ce vote de confiance est à la majorité relative. Donc, à la seconde même où il annonce le choix de recourir au vote de confiance, il sait qu'il part. Donc il a surpris tout le monde, je crois qu'il a surpris son entourage, mais il a surpris, sauf le président de la République, bien sûr, qui était au courant, puisqu'il avait déjà signé le décret pour reprendre cette session extraordinaire le 8 septembre, mais je pense qu'il a surpris son monde, et moi je ne me l'explique pas, sinon qu'il voulait partir. Il lui dit, quelque part, que si les députés ne lui accordent pas leur confiance, à lui et à son gouvernement, ça va plonger la France dans le chaos. Je pense que la France est déjà dans le chaos. Regardez autour de vous, qu'est-ce qui fonctionne? On est en déficit partout, que ce soit les déficits même au niveau sécuritaire, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la santé, au niveau du commerce extérieur. Qu'est-ce qui fonctionne? En fait, on est recordman du monde de la pression fiscale et on a l'impression que tous les ministères s'effondrent. Donc, le chaos est déjà là. On s'attend depuis un an à une baisse de la note de la France. D'ailleurs, il y aura une nouvelle notation, je crois, a priori le 12 septembre, dans quelques jours. Je ne vois pas sur quelles peuvent être les pistes de satisfaction pour M. Bayrou, dont je rappelle quand même qu'avant d'être Premier ministre, il était commissaire au plan pendant des années. Donc, à quoi a-t-il servi? On s'est tous demandé à quoi servait le commissariat au plan. Voilà, mais en fait, c'est un peu comme, peut-être comme Madame Ségolène Royal, qui était ambassadrice d'épaule. Peut-être que c'est le même type de mission, pas très bien encadrée, qui sert juste à recaser des copains. C'est ce qu'ils font depuis des années, c'est ce que font de nombreux gouvernements. Et c'est pour ça que ce millefeuille d'élus est devenu aussi important et coûte aussi cher à la société française. Le 8 septembre, lors de ce vote de confiance, le Rassemblement national veut donc faire tomber le gouvernement. Est-ce que vous souhaitez aussi une dissolution de l'Assemblée nationale? Alors, c'est vrai que ce serait la suite logique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les Français, tous les Français en ont conscience, pardon. Il faut une majorité à l'Assemblée nationale. On voit que depuis
Depuis 2 ans, il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale et plus rien ne fonctionne. Donc il faut une majorité claire à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas seulement le départ de M. Bayrou, mais il faut appliquer une politique. Il faut avoir une ligne. Et pour que cette ligne puisse être appliquée, pour que les lois puissent être votées, il faut que nous ayons une majorité à l'Assemblée nationale. Donc dans la situation d'aujourd'hui, pas grand-chose est possible, il ne faut pas se voiler la face, tout le monde en a conscience. Donc je pense que la seule voie qui s'offre à nous, c'est effectivement une nouvelle législative. Je pense que le président de la République serait probablement bien inspiré de dissoudre l'Assemblée nationale rapidement. Ou alors, si vraiment M. Macron aime son pays, comme il le dit, il se rend bien compte qu'aujourd'hui, une majorité de Français souhaite un vrai changement. Alors moi, je ne dirais pas au président de la République qu'il doit démissionner, mais il devrait y réfléchir. Voilà, il devrait y réfléchir. Et si Emmanuel Macron procédait à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, vous seriez à nouveau candidat? Absolument. Pourquoi pas? Alors dites-nous un petit peu quel est le bilan que vous dressez, vous, de vos 14 mois? Ben écoutez, je crois que vous l'avez dit en propos liminaire tout à l'heure. Déjà, le mot qui reviendra absolument, c'est intense. Donc j'ai vécu vraiment 14 mois, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, début d'année, une extraordinaire aventure humaine. Voilà, parce que moi j'aime le contact avec les gens et je pense que les habitants de la circonscription s'en rendent compte. Et dans ma mentalité, quand on est élu à un poste, on fait le travail. Voilà, donc j'ai mis de côté tout le reste pour me consacrer pleinement au mandat de député et au service de tous. De tous ceux, de toutes celles qui souhaitent, toutes celles qui souhaitent me rencontrer, me rencontrent. Je fais vraiment des efforts de disponibilité, et je fais aussi des efforts de présence à l'Assemblée nationale parce que je me plais souvent à rappeler cela, c'est que le rôle du député, c'est d'écrire, de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement et des politiques publiques. Donc ce travail-là, ce premier travail du député se fait à Paris. Donc j'essaye, je me donne beaucoup de mal pour être très présent à l'Assemblée nationale. Et en plus de ça, le temps que je ne passe pas à Paris, je le passe vraiment dans la circonscription, un peu partout dans la circonscription. J'essaye de répondre à toutes les invitations, bien sûr, c'est pas toujours évident, mais voilà, je travaille beaucoup, voilà. À l'Assemblée nationale, quels sont les votes dont vous êtes le plus fier, qu'ils soient pour ou contre? Écoutez, la suppression des ZFE, par exemple. Voilà, ça, c'était quelque chose, je pense que c'est une grande victoire de notre parti. C'était une loi qui n'avait pas de sens, qui n'avait d'intérêt que de punir et d'empêcher les gens qui ont de faibles revenus et des voitures souvent âgées qu'ils ne sont pas en capacité de remplacer, de les empêcher de rentrer dans certaines villes de France, ce qui est, à mon sens, inadmissible. Voilà. Donc on a notre groupe, par la voix de Pierre Murin, qui a été le porteur du texte, qui se bagarre déjà depuis très longtemps pour faire supprimer les ZFE. Pour moi, c'est une des grandes victoires que nous avons obtenues à l'Assemblée nationale. Vous avez aussi voté pour la réintroduction de l'acétamipride, un insecticide interdit en France depuis 2018. Pour vous, la compétitivité des agriculteurs français passe avant la santé et l'environnement? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, mais c'est vrai, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en réalité, on a voté pour un texte. Okay. Dans ce texte, il y a un article, donc c'est le texte sur la simplification agricole. Et dans ce texte, il y a un article qui prévoit la réintroduction de l'acétamipride, une molécule qui fait partie de la famille des néonicotinoïdes, mais ce n'est qu'une molécule, ce n'est pas toute la famille des néonicotinoïdes. Bon, cette molécule n'est utilisée que par 1,6% des agriculteurs. Les agriculteurs en consomment moins que les particuliers dans l'usage domestique. Parce qu'on a tous des insecticides chez nous, des différents produits dans lesquels l'acétamipride est autorisé. Mais on ne l'interdit que pour les agriculteurs et c'est utilisé que dans le type de récolte, de 2 récoltes bien précises, la noisette et la betterave. Voilà, donc non, la santé, elle est importante. Par contre, ce que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi tuer une filière chez nous, alors qu'on va acheter ces produits dans d'autres pays autour de nous, puisque
à terme, ça nuit au prix de revient de ces produits. On ne serait plus en capacité de les produire, on les achèterait ailleurs. Et la France est le seul pays à interdire cette molécule. C'est-à-dire que tous les autres producteurs autour de nous... On peut aussi se dire qu'il faut bien qu'il y en ait certains qui commencent et que les autres suivent. Ben, alors ce serait bien que ce soit l'Union européenne qui commence et qui l'interdise à l'échelle de l'Europe. Pour tout le monde, pour tous les agriculteurs, et pas qu'on l'interdise là, chez nous, à Sarreguemines, et qu'à côté, à Sarrebruck, on puisse l'utiliser. C'est un peu illogique. Alors, en tout cas, tous ces débats, ça vous plaît, vous l'avez dit. Absolument. En cas de dissolution, vous seriez à nouveau candidat. En attendant, il y a d'autres échéances électorales qui arrivent à grands pas, les élections municipales. Vous briguez la ville de Sarreguemines et la présidence de la communauté d'agglo ? Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne brigue rien. Voilà, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui courent que je ne peux pas empêcher. On m'a donné pour mission l'année dernière. On m'a dit, tu es député à Sarreguemines, il est normal que le député organise pour notre parti les élections municipales dans la circonscription et donc Sarreguemines. Et donc effectivement, depuis quelques mois, je rencontre des personnes, bien sûr, il y a des gens qui viennent me voir, il y en a d'autres que j'appelle moi directement pour essayer de constituer une liste à Sarreguemines. Et voilà, donc c'est un travail qui est en train de se faire. Avec vous comme tête de liste ? Pas avec, alors, aujourd'hui... Voilà, je vous le dis en toute transparence. Voilà, j'aime pas trop faire de la langue de bois, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on n'a pas de tête de liste. Voilà, j'avais une tête de liste qui s'est désistée. J'ai un autre contact actuellement que je souhaite proposer pour cette tête de liste. Mais voilà, j'avoue que c'est compliqué. Vous, en aucun cas ? Je ne dis pas moi en aucun cas. Jamais, faut jamais dire jamais, n'est-ce pas ? Mais non, rien n'est exclu. Effectivement, rien n'est exclu, mais aujourd'hui, ce n'est pas la piste privilégiée. Voilà. Aujourd'hui, je m'attache à faire mon travail de député, je le ferai jusqu'au dernier jour de mon mandat, qu'il s'arrête l'année prochaine, l'année d'après ou dans 5 ans, peu importe quand, je resterai député le plus longtemps possible. Si je ne trouve pas d'autres solutions à Sarreguemines, éventuellement, si vraiment je ne trouve pas de tête de liste, la dernière solution qu'il conviendrait d'adopter, ce serait que je m'y mette moi-même. Voilà. Mais ce n'est pas la solution. En ayant ensuite à choisir, puisque non cumul des mandats. Non, mais là, le choix est vite fait. Moi, vous savez, je n'ai pas de difficulté avec ça. Je l'ai toujours dit, je suis absolument contre le cumul des mandats parce que je sais bien qu'à la municipalité de Sarreguemines, on m'a demandé de revenir sur cette loi. Moi, je trouve que c'est une bonne loi. Je suis député. Ça me prend 7 jours sur 7. Je n'aurai pas le temps d'être maire. Donc si demain, effectivement, je devais briguer un mandat de maire ou de président de la communauté d'agglomération, évidemment que je démissionnerai immédiatement de mon mandat de député. Je ne ferai pas 2 choses en même temps. Voilà. Vous privilégieriez le local ? Je serai local, oui, absolument. Après, à un moment, il faudra choisir à quel endroit je serai le plus utile. Et donc on verra aussi dans les prochaines semaines, en fonction de dissolution ou pas, ce qui va se passer. Moi aujourd'hui, je suis toujours dans l'optique de rester député. Voilà. Faisons simple. S'il y a une dissolution, je me représenterai pour un nouveau mandat, même si le premier mandat aura été effectivement très très court. Mais je me représenterai pour un nouveau mandat. Les municipales, c'est l'année prochaine, on verra d'ici là. Et on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du jour sur Mosaïque Cristal. Merci pour votre invitation.